Fun fact sur Garen. Il a indirectement affronté Nocturne dans une histoire peu avant l'arrivée de Fiddlesticks à Demacia. La cinématique où on voit Fiddlesticks. Dans cette cinématique, il y a 2 soldats démaciens qui parlent des événements où Garen et Lux ont affronté Nocturne. Garen et Lux se sont retrouvés un petit peu à enquêter des bizarreries qui se passent dans un village, Fossbarrow, il me semble, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, où il y a leur arrière-arrière-grand-oncle, je ne sais plus exactement quel membre de la famille, qui avait affronté Nocturne il y a bien longtemps et qui avait réussi à lui transpercer le cœur avec une épée de pétricite. Et ça ne l'a pas tué, mais ça l'avait endormi. Et en fait, avec la peur montante des Démaciens face à la magie. Il y a les cauchemars d'un certain enfant de ce village qui ont réveillé Nocturne à nouveau, qui a commencé à hanter tout le village et a même commencé à prendre possession de certains d'entre eux. Il y en a un, il est devenu complètement fou et il a attaqué ses voisins à la hache. Et il y a Lux et Garen, donc du coup, qui ont été envoyés à ce village pour, entre guillemets, enquêter. Lux va affronter directement Nocturne au... comment on appelle ça? L'endroit où il y a quelqu'un qui est enterré. La crypte. Et donc Lux se rend à la crypte où était enterré son arrière-grand-oncle et elle affronte directement Nocturne qui avait carrément pris possession du gamin. Et grâce à sa magie de lumière, elle arrive à le repousser. On ne sait pas jusqu'où, jusqu'à quand. Mais pendant ce temps-là, il y avait des espèces d'invocations de Nocturne, des ombres monstrueuses qui avaient commencé à attaquer le village. Et il y a tout le détachement hardi qui se retrouvait à se défendre et à défendre tout le village contre les invocations de Nocturne. Et Garen a failli crever à ce moment-là. Mais pile à temps, il y a Lux qui a réussi à bannir Nocturne et à sauver son frère. C'est une histoire qui est vachement cool, qui s'appelle Pour Demacia. Et c'est une des premières histoires qui a été écrite après la refonte du lore, je crois. Petit fun fact gratos pour vous. Ça, c'est une carte qui a été créée par un commerçant du clan Medarda. Le clan Medarda, vous connaissez via Arcane, mais ils existent également dans le lore. C'est un clan très riche, il existe depuis des siècles et des siècles. Le clan Medarda existe déjà dans Ruination, donc il y a 1000 ans, il y avait déjà des Medarda à Piltover. Et il a fait cette carte pour montrer les différentes routes commerciales, combien de temps il faut pour y aller, les différentes ressources à échanger, etc. Et à la ville de Basilic, ici, on voit régisseuse Quileta Varn. Ça a été barré, ça a été remplacé par régisseuse Invesia Varn. Et ça, c'est une référence à ça. Cette bande dessinée Darius Sang de Noxus, elle, c'est Quileta Varn. C'était l'amoureuse de Darius à l'époque. Et Invesia Varn, c'est sa fille. Quileta, c'est elle, et ils ont fait des choses, machin. Et en fait, Invesia, mon second Invesia. Donc c'est le second Second in Command, c'est son bras droit. Haha, pun intended. Mais c'est aussi sa fille. Mais comme Quileta, elle n'a pas envie de se soumettre à Noxus et donner le contrôle de la ville de Basilic à Darius, elle se fait trahir par Invesia qui lui tranche la gorge. Donc Invesia tue sa propre mère. Alors pour information sur cette petite cinématique, c'est une référence à l'histoire Ombre et Fortune dans laquelle il y a Ekarim et Thresh qui chevauchent en gros la brume noire jusqu'à Bilgewater. Et Miss Fortune, Luciane et Illaoi se retrouvent coincés à combattre les spectres dans ce temple bourreau. Et Illaoi, elle se concentre pour faire appel à sa déesse, à Nagakaburos, pour qu'elle lui insuffle son pouvoir. Pendant qu'il y a Miss Fortune et plein d'autres gens de la ville, et ils ont regroupé tous les gens de la ville pour les mettre en sécurité dans le temple. Et au moment où il y a Ekarim qui défonce la porte, et ben il y a Illaoi qui arrive enfin à canaliser le pouvoir de Nagakaburos et qui balance des rayons de lumière divins sur les spectres. Et ça ne les détruit pas, ça les soigne en fait. On voit, vous savez, les spectres dans des îles obscures, ils sont tout déformés, ils ressemblent pas forcément à des humains. Et en fait, quand la lumière divine de Nagakaburos les touche, ça les fait revenir comme ils étaient du temps de leur vivant, avant qu'ils disparaissent et qu'ils retournent dans le royaume spirituel. Et quand cette lumière, elle touche Ekarim, Ekarim, il redevient comme il était en humain, ça lui fait peur. Ça lui fait peur de redevenir qui il était, et il recule et il s'enfuit. Et dehors, il y a Luciane et Thresh qui combattent. Luciane apprend que Thresh a l'âme de Senna enfermée dans sa lanterne, et qu'il a, grâce à elle et d'autres sentinelles de la lumière, il a compris comment fonctionnent leurs armes et comment s'en protéger. Et donc les armes sentinelles ne font pas de mal à Thresh. C'est une histoire qui est vraiment géniale, et je pense que je la ferai en mode vidéo un jour. Alors,
pendant que je suis dans la forge de Horn et que je dois normalement fabriquer un chaudron. Petit fun fact à propos d'un chaudron qui a déjà été crafté par Horn. Et c'est probablement la raison un petit peu cachée pourquoi il ne veut pas nous fabriquer ce chaudron. Il existe un chaudron qui a été fabriqué par Horn, qui est un chaudron d'abondance en fait. C'est une espèce de corne d'abondance. Une fois qu'on a mangé quelque chose qui a été fait dans ce chaudron, on n'a plus jamais faim, on n'a plus jamais besoin de se nourrir. Voilà, on apprend ça dans l'histoire, je crois, Froideur mortelle, qui est un préambule à la cinématique de l'appel, où on voit Sejuani qui est en train de partir affronter des Ursidés avec Olaf. Son clan il est sur le point de mourir de faim en fait. Et elle a croisé quelqu'un qui a genre plus de jambes, mais qui n'a jamais faim. Son clan ne l'a jamais nourri, mais il n'a pas besoin de nourriture. Il arrive à survivre comme ça parce que apparemment il aurait mangé à ce chaudron de Horn. La glace bleue, c'est la glace pure, et la glace noire, là, et bleue et violette sombre, c'est de la glace obscure. Qu'est-ce exactement la glace pure? La glace pure, c'est une glace magique qui ne fond pas, et que seules certaines personnes sont capables de toucher. Donc ce sont les sublimés qui sont capables de toucher la glace pure. Si tu n'es pas un sublimé et que tu essayes de toucher de la glace pure, ça te congèle. C'est fait comme un poison. J'attrape une arme de glace pure, mon bras va commencer à congeler, ça va venir jusqu'à mon cœur et je vais finir complètement congelé en fait. C'est un petit peu ce qui se passe dans la cinématique The Call quand il y a Sejuani qui balance ses bolasses sur les Ursidés, il se transforme en glace en fait. La glace obscure, c'est un rapport avec la glace pure ou pas du tout? Oui, c'est en gros c'est la glace pure qui a été corrompue par le néant ou par Lysandra. Je l'ai là. Ça en parle dans la biographie de Lysandra. On va. Glace obscure. La corruption de la glace pure par le néant produit une nouvelle sorte de matériau magique, la glace obscure. Lysandra, la sorcière de glace, a appris à contrôler ce sombre pouvoir pour détruire sans effort ses ennemis. Pour pratiquement tout autre mortel, la glace obscure est fatale. J'ai même pas besoin de répondre au chat, le jeu le fait pour moi. Génial. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, c'est la glace pure qui a été corrompue par le néant et que Lysandra utilise. Fun fact sur Tahm Kench, c'est étonnamment un des champions avec le moins de lore. Il n'y a que sa biographie, plus une petite histoire. Et autre que ça, on n'a pas de lore supplémentaire, mais il y a pas mal de trivia qui vient de ses voice lines. Donc au niveau des voice lines de Tahm Kench, on apprend qu'il est un petit peu un rival de Evelyn. Ce sont tous les deux des démons, donc on pourrait croire que ce seraient des partenaires ou quoi, mais ils sont plutôt dans le genre rival, même s'ils s'attaquent pas aux mêmes victimes. Tahm Kench il s'attaque à l'avarice et Evelyn elle cherche juste la douleur physique. Et en termes d'autres champions qui ont certainement un lien dans le lore avec Tahm Kench, c'est Kalista. Kalista, son truc, c'est de se venger de ceux qui ont été trahis. Et de temps en temps, les victimes de Tahm Kench demandent à Kalista de s'attaquer à Tahm Kench. Mais techniquement, Tahm Kench ne les a pas trahis, puisqu'il a juste mis à jour les contrats avec qu'il avait avec eux. Les personnes qui sont à voir par Tahm Kench, ils acceptent un contrat, donc ils ont qu'à mieux lire le contrat. C'est un petit peu comme genre Terms and Conditions. Ils ont pas lu les termes et conditions du contrat avec Tahm Kench et ils perdent un bras et après ils disent à Kalista « Oh, il est méchant, venge-moi », mais en fait il n'y a pas à se venger. En anglais, on dit The Freljord, et en français, on dit A Freljord, et c'est pas normal. La prononciation, normalement, c'est Freljord, c'est pas Freljord. Ça fait bizarre pour moi de dire Freljord, mais bon, soit. Par contre, c'est bien au Freljord, parce que le Freljord, c'est une région tout entière. Quand on regarde la map, la région du Freljord, c'est tout ça, en fait, hein. C'est comme dire la Sibérie, la France, l'Ardèche, etc. C'est une région, c'est pas un endroit, c'est pas une ville. Et en français, ça a été traduit par A Freljord, comme si Freljord c'était une ville. Et j'ai trouvé pourquoi. Ça date de l'ancien lore. Ça, c'est l'ancienne map de Runeterra avant qu'ils mettent à jour le lore et avant que le lore ait du sens en fait. C'est du temps où il y avait encore l'Institut de la guerre et où les invocateurs étaient canons. Donc il y avait Noxus d'un côté, Demacia de l'autre, il y avait Piltover et Zone qui étaient deux choses différentes, et on voit Freljord, c'est un point, donc c'est comme si c'était une ville. Là il y a Ionia, pareil, c'est à Ionia, à Noxus, à Demacia. D'ailleurs ça devrait être en Ionia. Jordeland, Bandle City, c'était pas un endroit perdu entre les royaumes, c'était un vrai endroit
qui était présent sur la map. Et donc, je pense que les traducteurs, ils ont vu cette map, ils ont vu Freljord, petit point, ah bah ça doit être une ville. Et donc ils ont traduit comme ça, à Freljord. Et c'est resté. Quand le lore a changé et quand le Freljord c'est devenu le Freljord, The Freljord, une région, ils se sont pas dit bah on va corriger, ils ont continué en disant à Freljord. Voilà. Donc ça c'était mon hypothèse. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont traduit ça comme ça. Petit fun fact dont on ne parle pas assez souvent, il y a bien évidemment à Runeterra différentes langues et donc il y a différents accents. Quand on joue à LoL ou quand on joue à Legend of Runeterra, Rune King, Sononu, etc. Ils parlent tous en la même langue évidemment pour qu'on puisse les comprendre. Mais le noxien, l'ionien, démacien, il y a différentes langues et également différents dialectes. Par exemple, à Ionia, dans l'histoire où Riven, elle se retrouve à travailler pour des fermiers à Ionia pour essayer de se racheter, pour essayer de se repentir, elle est restée à Ionia et à la base, elle parlait pas l'ionien et elle a appris là-bas. Mais elle a encore un accent noxien pendant qu'elle parle en ionien. Et il y a différents dialectes d'ionien avec différents types d'accents, un petit peu comme nous, on aurait l'accent du sud, ou alors on aurait le ch'ti, par exemple. Le shurimien ancien, évidemment, on parle du shurimien ancien quand on parle des noms qu'ils ont à les différents personnages de Shurima et notamment les Voidlings, Rek'Sai, Belvet, tout ça, ils ont leur apostrophe dans le nom parce que ça vient du Shurimien ancien. Donc il y a tout un aspect langage qui est pas trop développé dans le lore qu'on connaît, mais qui existe néanmoins. Et je pense que ça va être développé dans le futur. Par exemple, Illoi, les bourrous, sur le wiki du lore de LoL, il y a pas mal de mots bourrous qui sont référenciés. Petit fun fact à propos de Twisted Fate, dans le lore, il a également 3 types de cartes différentes. Donc in-game, il a la red card, la blue card et la gold card. La gold card qui stun, la red card qui fait un slow en AOE et la blue card qui rend de la mana. Et ben c'est pas pareil dans le lore, pas exactement. La red card, dans le lore, elle explose. Donc elle lui permet de, quand il balance sa carte, de faire une explosion carrément. Donc elles sont très dangereuse. La gold card, elle étourdit également les gens, elle les met dans une espèce de stase, donc c'est une stun card également, mais la blue card, c'est celle qui lui permet de se téléporter. Elles sont plus rares d'ailleurs, mais il peut se téléporter et il peut téléporter des gens avec lui aussi. C'est quelque chose qu'on peut pas faire dans LoL, mais la blue card, c'est la carte de téléportation, ce qui lui permet de faire son ultime en fait. Vu que évidemment dans le lore, il n'y a pas de question de mana, c'est assez logique. Et justement, dans l'histoire où il y a le bateau de Gangplank qui explose, Twisted Fate et Graves sont sur le bateau, et Twisted Fate utilise sa blue card pour permettre à Graves de s'échapper. Il fait téléporter Graves en fait. Voilà. Alors, en vrai, j'ai un fun fact sur Faker. Pour de vrai, j'ai un fun fact sur Faker. Faker, à la base, ne jouait pas en partie classée. Il ne faisait pas de ranked, il faisait que de la normal game. Et il était déjà ultra bon. Quand il avait commencé, il était ultra bon. Et son MMR en normal game est devenu tellement haut que pour trouver une game avec des gens d'à peu près son niveau, il lui fallait 5, 10, 15, 20, 30 minutes pour pouvoir trouver une game. Et ça lui a pété les couilles de devoir attendre aussi longtemps pour pouvoir lancer une normal game. Puis il s'est dit, les temps de queue sont plus lents en classé, alors je vais lancer en classé. Et il a commencé à faire des classés, et il a explosé le ladder. Et il est monté dans le top ultra vite, et les gens ils ont fait, mais c'est qui ce prodige là, qu'est-ce qui se passe ? Et ils l'ont capté et il s'est fait embaucher en équipe pro. Voilà. Il s'est juste retrouvé à exploser tout le ladder coréen en classé juste parce que les temps de queue étaient trop longs. C'est génial.